Transportons-nous en 1991. On est en République de Yakoutie, une région immense de la Fédération de Russie. Là-bas, une culture ancestrale qui est incarnée par une épopée magnifique, l'Olonko, est littéralement sur le point de s'éteindre. Les dirigeants locaux le sentent, ils se réunissent et ils sont bien conscients que s'ils ne font rien et vite, c'est un trésor national qui risque de disparaître pour toujours. La question est donc posée, comment est-ce possible ? Comment une culture au bord du gouffre peut-elle non seulement survivre, mais carrément rayonner dans le monde entier ? Ce qui suit, c'est une leçon assez incroyable de stratégie, de créativité et de connexion humaine. Tout commence donc à Yakoutsk. L'idée, c'est de monter un plan vraiment audacieux pour sortir de cet isolement. Des centaines de personnes, des représentants du monde de l'éducation, de la science, de la culture, se retrouvent avec une vision très très claire. Et attention, il ne s'agissait pas seulement de préserver le passé, loin de là. Le plan était hyper ambitieux. Il fallait se reconnecter au monde, s'inspirer des experts internationaux pour moderniser leur propre système éducatif et même créer des ponts économiques en utilisant la culture comme levier. Bref, un vrai plan de renaissance. Bon, la première étape, elle semblait évidente. Pour s'adresser au monde, le mieux c'était de passer par la plus grande scène internationale pour la culture et l'éducation. Et cette scène, bien sûr, c'était l'UNESCO. Et la stratégie était vraiment bien ficelée. Il n'était pas question d'aller demander de l'aide, mais bien de devenir un partenaire actif. En créant leur propre comité national, ils se donnaient une vraie légitimité. Et en envoyant un de leurs experts à Paris, ils installaient un pont permanent entre la Sibérie et le cœur de l'action internationale. Et c'est là que l'histoire prend un tournant assez inattendu. L'expert choisi, ce n'est pas un anthropologue ou un artiste, mais un mathématicien. Et c'est justement cette expertise, qui semble a priori un peu loin de la culture, qui va devenir le moteur d'une innovation complètement dingue. Parce que cette collaboration, elle ne s'est pas contentée de préserver ce qui existait déjà. Non, de là est né quelque chose de radicalement nouveau. Le gypto, c'est ça, l'idée clé. C'est le fruit de la rencontre entre la pure logique mathématique et le besoin de nouveaux outils pour apprendre. Il faut s'imaginer un jeu de stratégie hyper simple à comprendre, mais avec une profondeur de jeu immense, où un joueur doit en poursuivre d'autres. Voilà, c'est ça l'essence du gyptin. Et toute sa force est là. Le gypto, ce n'est pas juste un jeu, c'est une véritable plateforme. On peut s'en servir pour enseigner les maths, pour développer sa logique, mais aussi pour stimuler sa créativité en personnalisant les pions, ou même pour s'améliorer en langue. C'est un outil à tout faire. D'ailleurs, le gypto a tellement marché qu'il a même fini dans un roman policier où il devient l'outil d'un inspecteur pour garder son esprit affûté. C'est bien la preuve que son potentiel allait bien au-delà des salles de classe. Portés par le succès du Gypito et leur connexion solide avec l'UNESCO, les initiateurs du projet ont commencé à voir plus grand. Ils se sont mis à bâtir des réseaux mondiaux et durables pour étendre leur influence. Et là, tout s'accélère de façon impressionnante. En seulement quelques années, toute une série d'organisations internationales voit le jour. On est passé de la promotion d'un simple jeu à la création d'une fédération de scientifiques autochtones du monde entier. Chaque nouvelle structure a permis d'élargir le cercle d'influence. Et dans tout ça, il y a deux structures qui sont particulièrement importantes. D'un côté, la FIDEGIP, qui est devenue le porte-drapeau du gypto à l'international, et de l'autre, l'Académie Concorde, qui est une sorte de super think tank pour connecter des esprits les plus brillants sur des projets bien concrets. Et attention, l'impact n'était pas juste symbolique. Ces réseaux ont rassemblé concrètement des centaines de scientifiques venus de dizaines de pays. Ce qui n'était au départ qu'un effort local était devenu un véritable mouvement mondial. Alors au final, quel est l'impact à long terme de toute cette aventure qui a démarré avec une petite étincelle dans le froid de la Sibérie ? Eh bien voilà le point d'orgue de l'histoire. L'objectif de départ, celui qui semblait presque un rêve en 1991, est atteint. L'Olonko n'est pas seulement sauvé, il est reconnu par le monde entier comme un trésor de l'humanité. C'est une victoire totale. Quand on compare le point de départ et le point d'arrivée, c'est juste saisissant. On part d'une mission de survie culturelle et on arrive à un écosystème mondial d'innovation. C'est l'effet papillon dans toute sa splendeur, une petite action locale qui déclenche des conséquences planétaires, bien au-delà de tout ce qui était espéré au début. Et cette dynamique, elle ne s'est pas arrêtée là. Cet esprit d'initiative s'est transmis. Le propre fils de Grigory Tomsky, Arsène, a lui-même fondé une très grande entreprise de technologie internationale.
La preuve que cette culture de l'ambition, elle continue de porter ses fruits. Toute cette histoire nous amène finalement à une question assez puissante. Combien d'autres étincelles comme celle de Yakutsk sommeillent un peu partout dans des cultures locales et n'attendent qu'une chose, la bonne connexion, le bon pont pour, à leur tour, libérer un potentiel qu'on n'imagine même pas encore. C'est une réflexion qui vaut vraiment le coup.